Bon, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci à Pascal Ratier et à la Cité des Sciences et de l'Industrie de m'avoir invité ce soir. Je vais vous parler d'une question importante, à la fois en biologie et en paléontologie, qui est l'origine de la diversité, de la biodiversité, donc des animaux et des plantes que l'on trouve dans la nature actuelle. Et donc, je vais vous parler de ce thème en utilisant mes recherches, des exemples tirés de mes recherches personnelles, mais également de travaux de collègues. Et je vais essayer de vous montrer que l'origine de cette biodiversité, mais également l'origine des écosystèmes marins tels que l'on connaît dans la nature actuelle, a une origine vraiment très ancienne et doit beaucoup en fait à des événements qui se sont déroulés il y a très très longtemps, il y a environ un demi-milliard d'années. Bon, d'abord, une brève présentation de la biodiversité animale en chiffres. Depuis presque plus de 2 siècles, les scientifiques ont essayé de classifier, de décrire, d'inventorier toutes les espèces animales et végétales qui existent sur la planète. Et on estime actuellement à environ 1 500 000 espèces décrites. Bon, c'est sûrement animales décrites. C'est sûrement un chiffre qui est en dessous de la réalité, car on ne connaît pas tout, bien au contraire. Hein. Il y a énormément d'environnements qui sont inconnus, en particulier, encore inconnus, en particulier dans les grands fonds marins. Mais bon, ce diagramme va quand même vous montrer les principales caractéristiques de la biodiversité animale. On a, vous le voyez très nettement, une dominance très nette des arthropodes, avec les 2 composantes principales que sont les crustacés et les insectes. Ensuite, on trouve les mollusques, qui sont représentés par presque 100 000 espèces décrites. Ensuite, les chordés, auxquels nous appartenons. Dans les chordés, on trouve les mammifères, les poissons, etc. Et ensuite, on a des phylums, des lignées animales qui sont beaucoup moins connues, comme par exemple des vers microscopiques que sont les nématodes. Alors cette biodiversité, elle s'exprime bien entendu au niveau anatomique. Hein. J'ai pris l'exemple ici de communautés pélagiques, donc d'animaux qui vivent en permanence dans la colonne d'eau. Et on voit qu'il y a des différences énormes entre par exemple des crustacés. Vous voyez que ces communautés sont plutôt dominées par des crustacés. Entre ces crustacés, des méduses par exemple, les chétognates, c'est le numéro 5, donc j'aurai l'occasion de parler de ce groupe pas très connu du grand public tout à l'heure, et des différences également avec les poissons, donc différences qui se retrouvent au niveau du plan d'organisation anatomique, mais également du mode de vie et du fonctionnement des animaux. Bon, toute cette biodiversité, en fait, elle fonctionne dans un système dynamique, au sein, par exemple, de chaînes alimentaires. Je vous donne ici un petit exemple, toujours pris au sein des communautés pélagiques qui vivent dans la colonne d'eau. Un exemple très simple, les copépodes, qui sont des petits crustacés microscopiques qu'on trouve dans le plancton, eh bien, ils se nourrissent de dinoflagellés, donc de phytoplancton, et ces copépodes sont eux-mêmes consommés par d'autres animaux tels que les chétognates, qui sont des prédateurs également du plancton. Bon, on aboutit à un système qui est très compliqué, un système d'interdépendance entre les différents animaux, entre les consommateurs et les producteurs, également un système d'interdépendance entre les animaux qui vivent sur le fond, le benthos, et les animaux qui vivent dans la colonne d'eau. Donc tout cela est très compliqué, je ne vais pas vous décrire ça en détail, mais il faut savoir que les écosystèmes marins actuels sont quelque chose d'extrêmement compliqué et interdépendant. Alors la question qu'on se pose ce soir, c'est quand et comment se sont mis en place tous ces systèmes très, très complexes et interdépendants. Est-ce qu'il s'agit d'une évolution lente et graduelle qui aboutit à l'époque actuelle, ou est-ce qu'au contraire ce sont des événements qui se sont déroulés il y a très très longtemps qui ont contribué donc à mettre en place tous ces principes de fonctionnement? Alors pour répondre à ces questions, donc d'évolution, de paléontologie, de biologie, il y a différents outils. Il y a d'abord les fossiles, tout simplement, la paléontologie, qui permettent de reconstituer le fonctionnement des organismes anciens, si on les observe en détail, d'évaluer la diversité au niveau des communautés, au niveau de l'écosystème, de retracer l'histoire des phylums, des lignées actuelles,
et également de reconstituer au moins pour partie le fonctionnement des écosystèmes anciens. Le deuxième type d'outil qui est utilisé, c'est la biologie moléculaire. Alors cette fois-ci, on compare le génome, les gènes d'animaux qui vivent actuellement, hein, qui sont vivants. Et ces techniques, en particulier, utilisent les taux de substitution des acides aminés sur certains gènes. Et ils permettent de déduire des chronologies de divergence entre les groupes actuels. Donc on peut comparer les arbres, les phylogénies moléculaires avec les phylogénies obtenues par la paléontologie. Et ils permettent également de proposer des modèles d'évolution et de développement. Donc vous voyez qu'il y a deux types d'outils. Celui-ci a été développé plus récemment que la paléontologie, évidemment, mais ils sont complémentaires. Alors, je vais vous donner quand même quelques repères chronologiques sur l'évolution de la vie. Je pense que vous avez eu l'occasion, si vous êtes venu à d'autres conférences, d'avoir beaucoup plus de détails là-dessus. Donc ça va être, en ce qui me concerne, ça va être très, très simplifié, mais bon, ça va vous donner quelques repères. Alors, les premières formes microbiennes, eh bien, elles datent environ de 3,5 milliards d'années dans le registre fossile. Ensuite, on a une période de vie prokaryote. Bon, prokaryote, ça veut dire des cellules qui n'ont pas de noyau individualisé, jusque vers 2 milliards 1 millions d'années. Ensuite, l'événement principal, c'est l'apparition des eucaryotes, c'est-à-dire d'organismes dont le fonctionnement cellulaire est plus complexe, avec des organites, avec des chromosomes, avec un noyau bien individualisé, vers 2,1 à 1,8 milliards d'années. Et ensuite, la troisième grande étape, c'est l'apparition des métazoaires, l'apparition des premiers animaux, vers 1 milliard d'années. Donc vous voyez, il se passe finalement très peu de choses, en tout cas visibles au niveau des fossiles, entre 3,5 milliards d'années et 1,1 milliard d'années. Et puis, vers 600 millions d'années, entre 600 millions d'années et environ 520 millions d'années, donc c'est déjà beaucoup plus proche de nous, apparaissent vraiment les lignées animales dans le registre fossile. Donc c'est cette tranche de temps qui va nous intéresser ce soir. Donc on va zoomer un petit peu sur cette période. Cette période, en fait, elle est très riche en événements. Bon, d'abord, on se situe, vous voyez la limite entre précambrien et cambrien, ça se situe à peu près à 540 millions d'années. Ce sont des âges qui sont tirés de datation absolue. Et le cambrien, lui, s'étend environ de 542 millions d'années à 488. Vous voyez, ça vous donne un peu un ordre d'idée sur la durée de cette période et les âges absolus. Alors les principaux événements que l'on trouve au cours de cette période, cette transition précambrien-cambrien, c'est d'abord l'apparition et la disparition de la faune d'Ediacara. La faune d'Ediacara, ce sont des organismes très particuliers dont on connaît encore très mal les affinités, qui ne ressemblent pas vraiment à des animaux qu'on connaît dans la nature actuelle. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait ce sont des animaux constitués de feuillets très simples, sans organes internes. Ensuite, on trouve ce sont des découvertes assez récentes d'ailleurs, on trouve dans le registre fossile des embryons qui sont conservés en phosphate de calcium, notamment en Chine, et qui montrent qu'on a déjà vers 580 millions d'années les premières formes animales, mais qui sont, on ne les connaît que sous forme embryonnaire, en particulier des cténophores, des méduses, des éponges, etc. Ensuite, on a des preuves de l'apparition, de la présence d'animaux un petit peu plus complexes, un petit peu plus mobiles et plus gros, grâce à des traces fossiles qui sont conservées dans les sédiments et qui commencent à devenir très abondantes à la fin du précambrien et qui sont de plus en plus complexes au fur et à mesure qu'on monte dans le temps et qu'on arrive dans le cambrien. Ensuite, les animaux commencent à fabriquer des squelettes minéralisés, sous forme par exemple de petits cônes, de tubes, de plaques protectrices. Ça, c'est un événement important qui apparemment commence à la base du cambrien. Et puis apparaissent vers 540 millions d'années les premiers animaux complexes, qui sont, disons, comparables à ceux que l'on connaît dans la nature actuelle, et les premières communautés d'animaux complexes. On ne trouve pas des animaux isolés, mais ensemble, et on a donc une idée, on a quelque chose qui est
des interactions entre les animaux et des véritables communautés qui fonctionnent. Voilà, cette apparition est assez brusque au niveau du registre fossile, et c'est la raison pour laquelle elle a souvent été appelée explosion cambrienne. Donc c'est un terme qui date de plusieurs, même du temps de Darwin. Darwin avait déjà son idée sur la question. On dit donc explosion tout simplement parce que c'est brusque dans le registre fossile. On ne connaît aucun animal vraiment complexe avant cette période, au sommet du Précambrien. Alors, une des sources majeures d'informations dont on dispose pour étudier cette période vraiment très riche en événements sont des gisements à conservation exceptionnelle. On a la chance d'en connaître un certain nombre dans le Cambrien, un petit peu partout dans le monde, vous voyez en Suède, aux USA, au Canada, en Chine, où j'ai eu l'occasion plus particulièrement de travailler, en Australie. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est certainement celui de Burgess. Vous allez les voir apparaître. Alors, les schistes de Burgess, ils ont été popularisés par Stephen Jay Gould à la fin des années 80. Donc, tout le monde connaît ce gisement. Il se situe en Colombie-Britannique, dans les montagnes rocheuses. Et les recherches ont commencé d'ailleurs très tôt, au XXe siècle. Vous voyez ici Charles Walcott, qui est le découvreur du site, en 1909. Et à ce titre, il y aura d'ailleurs une conférence internationale en 2009 qui sera consacrée à l'évolution des lignées animales pour commémorer la découverte de ce site exceptionnel. Les recherches elles continuent encore actuellement sous l'impulsion de l'équipe du Royal Ontario Museum à Toronto. Et vraiment, les recherches redémarrent actuellement et on redécouvre le grand potentiel de ce gisement pour la compréhension des faunes et de l'écologie au Cambrien. Alors voici un exemple de fossile à conservation exceptionnelle de Burgess. Vous voyez, en fait, les fossiles, on n'a pas l'impression, en regardant cette diapositive, mais ils sont complètement aplatis. Mais par contre, il y a énormément de détails de préservés. Vous voyez peut-être ici la segmentation des antennes ou encore tous les détails des différents appendices de l'animal. Alors le second site exceptionnel vraiment important pour cette période, c'est les schistes de Mao Tianshan, qui se trouvent dans le sud de la Chine, dans la province de Yunnan. Et ces schistes ont livré la célèbre faune de Chengjiang. Bon, c'est intéressant parce que, d'une part, c'est très bien conservé, aussi bien conservé que la faune de Burgess, mais c'est plus ancien encore. C'est du Cambrien inférieur, donc on est encore un petit peu plus près de ce qui pourrait être l'explosion cambrienne. Alors, un petit peu comme au Canada, les recherches ont commencé aussi au siècle dernier, en Chine. Malheureusement, à l'époque, on n'avait pas trouvé vraiment les fossiles à conservation exceptionnelle. À l'époque, les gens du service géologique de l'Indochine prospectaient dans la région et établissaient des cartes géologiques très, très précises, mais bon, ils n'avaient pas trouvé les fossiles en question. Donc c'est en 1985 que des équipes chinoises ont vraiment découvert les fossiles à corps mou, enfin tout ce qui constitue la faune de Chengjiang. Vous voyez ici quelques collègues chinois et étrangers sur un chantier de fouilles. Et puis le matériel lui-même, c'est un petit peu comme à Burgess. Vous voyez, c'est aplati, mais un petit peu moins. On a quelquefois des structures en 3 dimensions. Et vous voyez ici, c'est un arthropode avec beaucoup de segments, beaucoup de détails que l'on peut éventuellement disséquer en faisant très attention pour mettre en évidence les choses qui sont en dessous. Il y a d'autres gisements exceptionnels qui sont d'un type vraiment différent. Ceux-là, ils livrent en fait des microfossiles qui sont conservés en phosphate de calcium. Pour les extraire, on met la roche calcaire dans l'acide acétique, et dans les résidus, on récupère toutes sortes de petits fossiles, dont certains sont vraiment préservés magnifiquement et en 3 dimensions. Ça, c'est un peu un ancêtre de crustacés actuels, où on voit tous les détails des petites pattes.
Comme je vais vous parler de la Chine, ben, j'ai quand même choisi de vous montrer à quoi ressemble la Terre il y a 520 millions d'années et surtout où se trouve la Chine. Bon, à l'époque, il y a une énorme masse continentale qui est le supercontinent Gondwana qui est centré sur le pôle sud. C'est toute la masse grise que vous voyez ici. Et à la périphérie, on a des différents continents, dont la plaque Chine du Sud. Le petit point rouge, c'est où se trouverait à peu près la France. Alors, cette plaque de Chine du Sud, elle est intéressante parce qu'il y a toutes sortes d'environnements qui sont présents, et donc des gisements à conservation exceptionnelle dans la plupart des faciès géologiques. Les gisements de la faune, qui ont livré la faune de Chengjiang se trouvent au niveau du point jaune, donc dans le sud de la Chine, tout près de la frontière avec le Vietnam. Alors ça, c'est... Excusez-moi. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu comment on travaille sur le terrain. Donc, c'est un chantier de fouilles auquel j'ai participé en septembre 2005. On procède un petit peu comme les archéologues. En fait, on dégage les roches banc par banc et puis on étudie les fossiles d'un point de vue à la fois qualitatif et il y a aussi quantitatif pour essayer d'avoir une idée des communautés animales qui vivaient à l'époque, des proportions entre les espèces, etc. Et c'est un travail qui est effectué en collaboration avec le Nankin, avec le Nanjing Institute of Geology and Paleontology, et puis aussi avec le musée de Toronto. Oups. Alors, cette fameuse faune de Chengjiang, voici à quoi ça ressemble. On a une très grande diversité de formes et d'espèces. Il y a environ 180 espèces décrites actuellement, avec beaucoup d'arthropodes qui montrent tous les détails de leurs appendices, mais également des organismes à corps mou, comme des vers, donc je vais avoir l'occasion de vous en parler tout à l'heure, des microcrustacés, des méduses, également les ancêtres ici, les ancêtres des vertébrés, probablement les ancêtres des vertébrés. Alors, si on voit un petit peu les choses en chiffres, eh bien, cette faune de Chengjiang, elle est un petit peu comme la biodiversité actuelle. Elle est dominée par les arthropodes. Environ 40% des espèces sont des arthropodes. Ensuite, on trouve des éponges. Il y a beaucoup d'éponges qui vivaient à l'époque dans la faune de Chengjiang. Et ensuite, le troisième groupe qui est très bien représenté, ce sont des vers marins, des vers priapuliens. Ça aussi, je vais vous en parler tout à l'heure. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir ce type d'animaux, mais ils étaient très fréquents, ils sont rares dans la nature actuelle, mais fréquents au Cambrien. Alors, je vais prendre en fait 4 exemples qui ont tous un intérêt finalement. Bon, les arthropodes, parce que c'est l'élément majeur de la faune, comme je vous l'ai dit. Les vers marins, parce que ce sont sans doute les premiers colonisateurs du sédiment au Cambrien. Les chétognates, qui sont les premières formes que l'on trouve dans le plancton. Et enfin, les chordés, c'est intéressant parce que c'est lié au problème de l'apparition des premiers vertébrés. Alors, les arthropodes. Sans doute pour vous, l'animal emblématique du Paléozoïque, c'est le trilobite. Vous voyez ici un exemple de trilobite du Dévonien du Maroc, très joli, avec des yeux conservés. Puis ici, c'est un petit peu une anecdote, c'est le premier trilobite décrit en 1679 par des Anglais. C'est un fossile qui vient du pays de Galles. Et à l'époque, on pensait que c'était... on n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être. On pensait que c'était un poisson plat. Alors les trilobites, eh bien, on les trouve dans le gisement de Chengjiang et dans les sédiments du Cambrien inférieur. Ce sont d'ailleurs parmi les premiers animaux qui apparaissent dans le registre fossile. Vous voyez ici 2 exemples, un d'Australie et un de Chine. Il y a également beaucoup d'animaux qui ressemblent aux trilobites, qu'on appelle des trilobitomorphes. Bon, c'est un terme un petit peu compliqué. C'est des arthropodes qui sont aplatis dorso-ventralement. Vous voyez, avec différents segments, une part de la tête, et ici une queue un petit peu épineuse. Et si on les regarde sur la face ventrale, donc tout ça c'est conservé, par exemple dans la faune de Chengjiang, on a toute une série d'appendices. On a d'abord des antennes au niveau de la tête, et puis ensuite toute une série d'appendices qui sont tous les mêmes, et qui sont toujours constitués de 3 parties en fait. Une partie qui sert de patte, qui sert à l'animal pour marcher, une partie lamelleuse qui
fait, qui joue le rôle de branchie et qui sert à respirer. Et puis ce que vous voyez au milieu, ce qui est marron, c'est une partie de l'appendice qui est un petit peu plus dure, et qui bouge et qui permet aux particules alimentaires d'arriver vers la bouche. Donc ça, c'est une structure qu'on trouve chez quantité d'arthropodes du Cambrien. Je vais prendre le cas aussi de Naroya. Bon, celui-là, il est un petit peu particulier, vous allez voir, très, très simple pour la morphologie externe. C'est un trilobitomorphe avec simplement 2 boucliers lisses, il n'y a même pas de segmentation. Et par contre, il est intéressant au niveau de l'anatomie interne. En effet, dans la faune de Chengjiang, vous voyez sur la photo de gauche là-bas, le système digestif est conservé en 3 dimensions, ce qui est tout à fait rare pour un fossile. Ce système digestif, il est constitué d'un tube, c'est le tube rose que vous voyez sur les 2 reconstitutions, et de chaque côté, il y a pour chaque segment, il y a des diverticules qui sont relativement courts sur une grande partie du tube, mais qui sont extrêmement ramifiés au niveau de la tête. Vous voyez ici, chez l'exemple de Naroya. En fait, ce type de système digestif, on le trouve chez Naroya, mais également chez d'autres arthropodes qui sont plus ou moins liés à ce groupe. Alors, on s'est beaucoup interrogé sur la fonction de ce système digestif. Et en fait, on a trouvé la solution en regardant tout simplement les crustacés actuels. Vous voyez ici Argulus. Argulus, c'est un parasite des poissons. Donc, on le trouve un petit peu partout, dans pas mal de milieux. Et en fait, il se nourrit en suçant le sang des poissons et en le stockant justement dans des diverticules digestifs extrêmement ramifiés qui sont tout à fait semblables à ceux qu'on trouve chez les espèces cambriennes. Vous voyez ici un aspect du système digestif avant la digestion et après la digestion. Donc c'est un organe de stockage, également de digestion, où il y a une activité enzymatique. Bon, ce type de système digestif, on le trouve également chez les limules, chez les araignées, chez les scorpions, et en fait, principalement chez des animaux qui sont prédateurs et qui se nourrissent de façon intermittente. Donc ces comparaisons étaient vraiment très intéressantes car ça permet de déduire en fait le mode alimentaire et les stratégies alimentaires d'animaux du Cambrien donc qui sont disparus depuis 500 millions d'années. Alors les arthropodes, on ne les trouve pas seulement sur le fond à l'époque, mais il y a également des arthropodes qui nagent, comme par exemple Isoxys, c'est un exemple des schistes de Burgess. C'est un arthropode qui a des yeux très développés, vous voyez la partie sphérique à l'avant. Et on les trouve aussi en Chine, hein, c'est presque la même espèce. Et là, on a des traces d'appendice natatoire, donc c'est un animal qui se déplace dans la colonne d'eau, qui est assez grand finalement, hein, une dizaine de centimètres. Alors, à l'opposé de ces animaux assez grands qui nagent, on a aussi des micro-arthropodes, des formes qui dépassent rarement les 5 mm et qui peuvent être extrêmement abondantes dans le sédiment. Vous voyez ici une surface de banc qui est couverte de petites carapaces d'arthropodes bivalves, qu'on appelle les bradoriidés. C'est un terme un petit peu compliqué. Vous voyez un détail ici un peu de la structure externe, des lobes que l'on trouve à la surface de la carapace, mais on trouve également dans ces gisements chinois pas mal de spécimens qui ont les appendices conservés, donc on peut reconstituer toute l'anatomie interne et toute la structure des appendices. En fait, ces petits animaux, ils sont assez comparables, on fait encore un retour à une allusion à la nature actuelle. Ces bradoriidés du Cambrien inférieur, ils sont assez comparables aux ostracodes actuels. Alors, il y a une petite vidéo qui doit se mettre en route. Voilà, les ostracodes sont des crustacés qui sont enfermés dans une petite coquille bivalve qu'on trouve dans tous les milieux aquatiques actuels et qui vivent principalement à l'interface eau-sédiment. Donc, évidemment, au Cambrien inférieur, il n'y avait pas d'ostracodes, mais il y avait sans doute des organismes très comparables au niveau morphologique et écologique, qui sans doute occupaient la même niche écologique que les ostracodes actuels. Vous voyez qu'il y a finalement assez peu de différence entre la vie au Cambrien, enfin, certains aspects, en tout cas, la vie au Cambrien et la vie actuelle. Alors, il y a bien d'autres micro-arthropodes. Ce que j'appelle micro-arthropodes, c'est par exemple ceux-là qui dépassent rarement 1 mm ou 1 mm ou 2.
Et cette forme ressemble un petit peu à des copépodes actuels, l'autre peut-être à des ostracodes. En fait, ce sont sans doute les ancêtres des crustacés que vous voyez ici à gauche. Et où pouvaient vivre ces petits animaux au Cambrien? Donc on s'est posé la question, on a fait des comparaisons avec la méiofaune actuelle. La méiofaune, ce sont des tout petits organismes qui vivent à l'interface aux sédiments, qui sont souvent des organismes interstitiels et qui participent au recyclage des fonds marins. On a peu l'occasion de les voir, mais ils sont très importants au niveau de l'écosystème. Donc on a probablement, dès le Cambrien inférieur, des organismes très semblables à la méiofaune actuelle qui vivent donc dans un niveau sans doute floculent entre eau et sédiments. Alors on va passer maintenant aux vers marins. Alors les vers, je vous ai dit tout à l'heure, ils sont abondants dans les gisements du Cambrien. Ça, ce sont des vers actuels. Les vers actuels sont principalement des annélides. Par contre, les annélides sont très très peu fréquents au Cambrien. D'ailleurs, on n'est pas sûr qu'ils existent à cette époque-là. Par contre, on a des vers très différents. Vous voyez ici une surface de banc qui est couverte de vers marins relativement bien préservés. Ça vient des gisements chinois. Et ces vers, ils appartiennent au groupe des vers priapuliens. Les vers priapuliens, c'est un petit phylum de la nature actuelle. Il y a seulement 15 ou 16 espèces qui vivent encore actuellement. Mais par contre, au Cambrien, ce groupe était très, très prolifique et était le groupe dominant de vers. Vous voyez que c'est très bien conservé. Ici, c'est conservé en 3 dimensions. Vous voyez, en fait, c'est le pharynx du ver qui est sorti ici et qui porte toutes sortes de dents. On a également des vers siponculiens qui vivent encore aussi actuellement. Bon, les vers siponculiens, ils ont une organisation un petit peu différente. Ils ont un tube digestif en U, alors que le tube digestif est droit chez les priapuliens. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu la diversité à l'intérieur même du groupe. Ce sont des reconstitutions. Vous voyez, il y a des vers qui sont très longs, d'autres qui sont en forme de cône, qui sécrètent en fait une espèce de tube conique qui leur permet de s'enfouir dans le sédiment. D'autres ont des couronnes d'épines au niveau de la trompe qui leur permettaient sans doute de capturer des proies. Grande diversité. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ces vers priapuliens du Cambrien, donc qui sont vieux de sans doute 530 millions d'années, ils sont extrêmement similaires aux vers priapuliens actuels. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de travailler en Suède, à la station marine de Kristineberg, où à proximité de la station, on peut récolter encore ces vers marins un peu primitifs. Vous voyez ici 2 exemples. Bon, un vient de la mer Baltique. Ça, c'est pas Kristineberg, c'est une autre station marine. Et l'autre vient de la mer du Nord. Vous voyez que c'est flagrant, les similitudes sont vraiment étonnantes au niveau de la trompe de l'animal, du tronc, également peut-être de l'appendice caudal qui sert à la respiration. Je vous le disais, donc ces vers, ils vivent dans un environnement qui est relativement agréable actuellement. En fait, ils vivent dans les fonds des fjords de la mer du Nord, dans des environnements qui sont très peu oxygénés. Ce sont des animaux qui sont capables de survivre dans des conditions vraiment très, très particulières, très pauvres en oxygène. Ils vivent dans des vases noirs. On peut les faire survivre très longtemps en laboratoire, presque sans leur donner à manger. C'est tout à fait étonnant. Alors là, c'est pour vous montrer un petit peu le rôle des priapuliens dans la chaîne alimentaire, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'écosystèmes, de chaînes alimentaires complexes. Actuellement, ce sont des prédateurs, en fait, ces vers priapuliens. Ils sont capables de sortir leur pharynx. Il est rentré un petit peu à la manière d'un doigt de gant. Et dès qu'une proie approche, les proies des priapuliens sont en général d'autres vers ou des petits invertébrés. Et ils attrapent leur proie à l'aide de dents qui garnissent toute la périphérie du pharynx. Donc, ce sont des prédateurs assez redoutables, finalement. Et le plus étonnant, c'est qu'on a exactement les mêmes structures
chez les priapuliens du Cambrien. Vous voyez un pharynx éversible muni de dents, c'est tout à fait comparable. Et on peut en déduire, évidemment, que ces vers du Cambrien inférieur étaient très probablement prédateurs de la même manière que les priapuliens actuels. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un résultat qui est très important pour la reconstitution de la chaîne alimentaire au Cambrien inférieur. Alors ces vers, ils sont fouisseurs. Hein, ça, quand j'étais en Suède, j'ai eu l'occasion de prendre des vidéos qui montrent le comportement de ces vers qui peuvent s'enfouir très rapidement, donc à l'aide de leur trompe, mais également à l'aide des muscles circulaires qui garnissent tout le corps de l'animal. Ils ont également des structures d'ancrage, donc tout un dispositif qui permet de rentrer dans le sédiment. Est-ce que les vers priapuliens du Cambrien étaient fouisseurs? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. On peut dire que oui, puisqu'on trouve des terriers qui sont conservés avec l'animal à l'intérieur. Donc, ce sont des colonisateurs du sédiment vaseux dès le Cambrien inférieur. Alors, ces priapuliens, on a parlé du Cambrien inférieur, mais ils ont sans doute une origine encore plus ancienne. En effet, on trouve des traces tout à fait énigmatiques, à la limite précambrien, cambrien, même un petit peu en dessous. Ce sont des traces avec un axe et puis des lobes sur un côté de l'axe. Et la semaine dernière, aussi en Suède, j'ai eu l'occasion de faire des expériences avec les priapuliens actuels. Et on voit qu'ils fabriquent exactement la même trace que l'on trouve dans les roches de la transition précambrien-cambrien. Donc ça ne fait aucun doute que ces traces fossiles qu'on voit là-bas, en fait, elles sont produites par des priapuliens. Et donc, le groupe a une origine vraiment très très ancienne. Peut-être parmi les premiers animaux à vivre sur le sédiment et à l'intérieur du sédiment. Alors ça, ce sont des animaux peut-être que vous n'avez jamais vus. Ce sont les kétognates. Alors les kétognates, les Anglais les appellent arrowworms. C'est une composante vraiment importante du plancton actuel. On les trouve en quantité. Hein. Si vous lancez un filet à plancton dans n'importe quelle mer autour de la France, vous allez récolter des kétognates. Il y en a en quantité. C'est des organismes qui sont petits, quelques millimètres, qui sont longilignes, peut-être en forme de flèche. Hein. C'est pour ça que les Anglais les appellent arrowworms. Et ils ont une tête qui est munie de crochets chitineux. Tout le reste de l'animal est pratiquement transparent. Alors au microscope électronique à balayage, c'est plus impressionnant encore. On voit toute la couronne de crochets autour de la bouche. Il y a également des dents. Et puis on a parlé de prédateurs. Eux aussi sont des prédateurs. Les kétognates, ils se nourrissent de copépodes, de petits crustacés qu'ils trouvent dans la colonne d'eau. Je vais vous montrer d'ailleurs une petite vidéo. Voilà, qui montre donc un kétognate avec autour de lui des copépodes, et on voit qu'il est très actif pour attraper ses proies. Bon, il arrive à les détecter grâce à des récepteurs, des cils qui se trouvent autour de la tête, et il est également capable d'injecter une neurotoxine pour paralyser la proie, et ensuite de l'ingérer donc avec les dents à l'aide des dents que vous voyez tout là-bas. Alors, les kétognates, on sait que ça vit dans la nature actuelle. Est-ce qu'il y en a au Cambrien? Oui, la réponse est oui. On a découvert il y a 2 ans des kétognates dans les gisements chinois. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à un kétognate actuel. Surtout, on a au niveau de la tête une tête de petite taille avec une couronne de crochets et puis plein d'autres caractères dont je ne vais pas parler maintenant, mais qui existent. Et puis on trouve aussi des crochets isolés. Là, ce n'est pas l'animal entier, mais on trouve des crochets isolés en quantité dans des roches carbonatées qui sont très proches de la limite précambrien-cambrien. Donc c'est toujours la même technique, hein, on les met dans l'acide acétique, on récupère les résidus et on trouve ces crochets de kétognates très anciens. Donc, on ne trouve pas seulement que les crochets isolés, mais on trouve aussi des crochets qui sont assemblés, qui forment une sorte de couronne tout à fait comparable, vous allez le voir, avec les couronnes de crochets des kétognates actuels.
Donc vraiment des similitudes étonnantes entre ces animaux très anciens et ces animaux qu'on trouve dans le plancton moderne. Alors tout ça, ça apporte des indications sur la composition de l'écosystème. Vraisemblablement, on a déjà au début du Cambrien des communautés pélagiques avec notamment des chétognates. Ça, c'est l'exemple que j'ai choisi. Mais il y a autre chose. Il y a des méduses, il y a des petits arthropodes. Donc tout ça contribue à former des communautés qui vivent dans la colonne d'eau. Alors la dernière partie, ce sont les chordés. Les chordés, c'est un groupe qui nous intéresse parce qu'on en fait partie. Alors, les chordés, ils sont caractérisés par une corde, comme le nom l'indique. La corde, c'est un axe de soutien donc qui caractérise tous ces chordés. Ils ont également un tube nerveux dorsal. Donc, en gros, c'est les deux grandes caractéristiques du groupe. Alors, parmi les chordés, on trouve les acidies. C'est des organismes un petit peu gélatineux que peut-être vous avez vus sur les parois des grottes sous-marines. On a l'amphioxus, les lamproies, les requins, les poissons, et puis les vertébrés, disons les vertébrés à pattes. Voilà. Donc c'est un petit peu un panorama des chordés actuels. Est-ce que ces chordés, ils existaient au Cambrien? Toujours une question. Hein. Bon, la réponse est encore oui. Hein. Ça, c'est une découverte qui a été faite par un collègue chinois en 1999. C'est paru dans la revue Nature. Et on a effectivement des petits organismes fossilisés qui ressemblent beaucoup, qui ont les caractéristiques des chordés. Vous le voyez peut-être mieux ici sur la reconstitution. On a une corde neurale, une ébauche de crâne, peut-être des yeux, des fentes et des filaments branchiaux. Donc tout ça ressemble bien au plan d'organisation des chordés. Et puis, plus récemment, une autre équipe a découvert, cette fois-ci peut-être, une forme un petit peu plus évoluée, peut-être des vertébrés. Donc, ce seraient peut-être les plus anciens vertébrés connus, également dans les gisements chinois, et qui, de façon un peu schématique, ressemblent un petit peu plus, cette fois-ci, à des poissons. Alors, je vous ai montré donc quatre exemples, quatre composantes de la biodiversité actuelle, qui ont une origine cambrienne ou précambrienne, les chétognates, les arthropodes, les vers priapuliens et les chordés, vous vous souvenez? Bon, en fait, ce ne sont pas des exemples isolés. Hein. On compte environ 42% des phylums, des lignées animales actuelles qui ont des représentants connus à l'état fossile dès le Cambrien inférieur. Vous voyez, c'est relativement énorme. Les lignées en fait qui n'ont pas encore été découvertes, qui ne sont pas connues à l'état fossile dans des roches aussi anciennes, ce sont très souvent des organismes microscopiques qui ont peu de chances en fait d'être conservés à l'état fossile. Donc, il est possible, on peut envisager l'hypothèse que l'ensemble des phylums actuels étaient déjà 100% étaient déjà représentés à l'époque. Mais on n'en a pas la preuve encore. Bon, c'est quand même une situation qui contraste beaucoup avec ce qu'on a au précambrien, parce qu'au précambrien, vous voyez qu'il y a environ seulement 9-10% des phylums connus actuellement représentés à l'état fossile. Ce sont essentiellement des organismes médusoïdes ou des éponges. Alors, on a parlé de biodiversité, d'origine de la biodiversité. Est-ce que l'écosystème de l'époque, donc cambrienne, précambrienne, était semblable ou bien différente de celle des écosystèmes actuels? Ça, c'est une question aussi importante. Alors, là, j'ai représenté les principales formes qu'on trouve dans la faune de Chengjiang, donc du Cambrien inférieur. Et on s'aperçoit que finalement, les animaux, ils occupent déjà une gamme vraiment très étendue de niches écologiques. Vous avez par exemple des formes, une quantité de formes, principalement des arthropodes qui vivent sur le fond, qui sont des organismes épibenthiques, donc qui se déplacent.
Vous avez des organismes fixés qui vivent aussi sur le fond avec quantité d'espèces différentes d'éponges, une autre niche écologique, qui sont suspensivores, donc qui capturent les particules alimentaires qui tombent de la colonne d'eau. On en a parlé tout à l'heure, on a déjà une méiofaune, une faune microscopique qui vit à l'interface eau-sédiment. On a des vers marins qui vivent, eux, à l'intérieur du sédiment, autre niche écologique. On a des formes nageuses qu'on appelle nectobenthiques, donc qui vivent à proximité du fond et qui sont, pour certaines, capables de s'enfouir également dans le fond. Et puis on a des formes sans doute franchement planctoniques qui vivent en permanence dans la colonne d'eau. Donc vous voyez toute une gamme de niches écologiques déjà occupées. Est-ce qu'on a à l'époque, autre question, est-ce qu'on a à l'époque une chaîne alimentaire telle qu'on connaît actuellement? Est-ce qu'on a des preuves du transfert masse-énergie et des relations qui pouvaient exister entre les organismes? Bon, pour cela, on a des indices. On peut trouver des indices en étudiant la morphologie et la fonction des organismes, en étudiant les contenus stomacaux qui sont quelquefois préservés, vous allez le voir tout à l'heure, les coprolites, en étudiant la production primaire, par exemple. Donc j'ai choisi de vous montrer seulement un exemple, qui est l'exemple de la prédation. Vous montrer qu'il y a des organismes, quantité d'organismes prédateurs déjà au Cambrien inférieur. Et le plus gros d'entre eux, ben, c'est Anomalocaris. Bon, il est assez célèbre. Il y a des spécimens en Chine qui probablement font plus d'1 mètre. Donc c'est vraiment un prédateur de grande taille. C'est un organisme de type arthropode hein, qui a une paire d'appendices munis de griffes très puissantes à l'avant. Également des yeux pédonculés. Et puis un appareil digestif qui est très, très développé, avec aussi, peut-être vous ne voyez pas très clairement, mais toutes sortes de diverticules digestifs autour du tube central. On a vu tout à l'heure que ce n'est pas le seul prédateur, même si c'est le plus gros, ce n'est pas le seul prédateur. Il y a aussi des prédateurs dans la faune qui vit à l'intérieur du sédiment, les vers priapuliens, vous vous souvenez, et puis aussi des prédateurs qui vivent dans la colonne d'eau avec les kétognates. Ça, c'est pour vous montrer en fait des preuves directes de la prédation, parce qu'on peut dire, on peut supposer que les animaux étaient prédateurs sans en avoir vraiment la preuve, mais il existe vraiment des preuves directes, et ce sont les contenus stomacaux qui sont préservés. Ça, c'est un exemple c'est un arthropode de Chine, du Cambrien inférieur de Chine, et on a eu la chance de voir à l'intérieur de son estomac des restes de repas qui sont conservés. Vous voyez ici, dans la partie centrale, c'est le tube digestif, et puis de chaque côté, les parties un peu bleuâtres, c'est des glandes digestives, en fait, qui sont conservées. Puis à l'intérieur, on a pu mettre en évidence des petites pièces squelettiques qui appartiennent à des petits trilobites, en fait. Vous voyez ici, c'est le pygidium, dans la partie caudale du trilobite, qui correspond ici. Hein. Donc ce sont des petits trilobites d'à peine 2-3 mm de long qui servaient de nourriture à ces arthropodes vivant sur le fond. Une autre preuve intéressante d'autres preuves intéressantes qu'on a pu réunir sont les coprolites. Les coprolites, ce sont des déjections animales qui sont conservées à l'état fossile. Il y a 4 exemples ici qui sont tirés de la faune de Chengjiang. Et à l'intérieur, on trouve les restes parfaitement identifiables d'animaux qui vivaient à l'époque, comme par exemple des trilobites, d'autres crustacés bivalves, ou également des petites coquilles. Et tout ça, ça nous permet de reconstituer un petit peu la chaîne alimentaire. Et vraisemblablement, ces coprolites, de par leur taille et de par leur contenu, étaient sans doute produits par le prédateur que vous avez vu tout à l'heure, qui est Anomalocaris. Donc ça nous donne une idée très précise du régime alimentaire des animaux de l'époque. Alors, en conclusion, donc, je vous ai parlé de biodiversité, d'origine des écosystèmes marins actuels. Peut-être voici le scénario qui pourrait être le plus plausible. Donc au sommet du précambrien, on aurait une phase, disons, plus d'évolution génétique
qui contribuerait à mettre en place les différents plans d'organisation animale qu'on connaît dans la nature actuelle, et également les schémas de développement. Donc une période relativement longue qui se situe avant le Cambrien. Malheureusement, on a très peu de preuves fossiles concernant cette phase supposée. Peut-être les biologistes moléculaires, eux, peuvent faire des hypothèses, mais nous, en tant que paléontologues, on a très peu de fossiles très bien conservés pour cette période. Et ensuite, à la suite de cette phase, une phase 2 qui correspond donc probablement à l'explosion cambrienne, qui se situe au tout début du Cambrien, disons entre 540 et 525 millions d'années, qui est une période d'intense diversification au niveau des faunes, et qui correspond en fait plus à une explosion des fonctionnalités. Les animaux acquièrent des fonctions très diversifiées, on l'a vu sur l'exemple du système digestif, et c'est une période également qui est caractérisée par l'accroissement de la pression sélective. On l'a vu avec l'exemple de la prédation. La prédation qui se développe à différents niveaux de l'écosystème, hein, pas seulement au niveau du fond, mais également dans la colonne d'eau. Et donc c'est une phase terminale qui est en fait une révolution, on peut le dire, une révolution écologique, qui va donc conduire à l'émergence des écosystèmes modernes que l'on connaît actuellement, et qui va conduire à établir les bases de la biodiversité actuelle. Voilà, je vous remercie.